Parce que du coup, dans ce contexte, je m'autorisais pas trop à être féminine, puisque en fait, l'objectif c'était d'éviter le regard de masculin. Alors, je ne suis pas non plus garçon manqué, mais ouais, je pense que j'ai pu l'étouffer, cette féminité, et aujourd'hui, c'est vraiment un appel très fort et très puissant justement à reconnecter à elle. Bienvenue sur Terres Intimes, le podcast qui plonge dans la sexualité et l'intimité de personnes comme vous et moi. Dans ce nouvel épisode de Terres Intimes, vous allez entendre l'histoire d'Eleanor, une femme brillante de 32 ans. Je l'ai rencontrée il y a plusieurs années au cours d'un cercle de femmes. À chaque atelier, on était presque toujours ensemble et ça a cliqué direct. Elle était là, à déchiffrer mes dessins d'art-thérapie, à me donner des conseils, avec sa casquette, son sourire et son intelligence débordante. Cette interview, nous l'avons réalisée il y a 1 an maintenant et notre échange a reposé dans mon ordinateur depuis tout ce temps. J'attendais le bon moment pour vous la dévoiler, car cet épisode, c'est pour moi l'un des plus importants de ce podcast. Installée dans un petit bureau, avec seulement un canapé, une table et une bougie, Eleanor m'a parlé du climat incestuel dans lequel elle a grandi. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le climat incestuel, aussi appelé inceste moral, c'est là où il y a des empreintes de l'inceste. C'est là où il y a une confusion des rôles entre un adulte et un enfant, confronté à la sexualité de l'adulte. Plus ou moins subtil, le climat incestuel est difficile à détecter, à reconnaître et à mettre en mots. Et pourtant, Eleanor le fait avec merveille. Elle le fait avec tout son courage, toute sa force et toute sa douceur. Au départ, j'avais envie de parler d'inceste dans cette introduction. J'avais envie de donner des chiffres, de vous donner des définitions, de parler de certaines études, de vous expliquer pourquoi l'inceste est le berceau des dominations, pourquoi nous avons besoin d'apprendre à prendre soin des enfants, pourquoi nous avons besoin de sortir du silence. Sauf que je ne veux pas que des chiffres et des définitions fassent de l'ombre à Eleanor. Je sais que c'est grâce à elle si mes yeux se sont ouverts et si j'ai découvert la guérilla du silence qu'il y a autour de l'inceste. C'est grâce à sa voix, simple, puissante, consciente, sublime, que j'ai accepté de voir un tabou de société que tellement de personnes refusent de voir. Alors je vais vous laisser avec elle, avec cette déesse, drôle, qui ose et qui, en plus de nous raconter son histoire, nous partage les outils qu'elle a utilisés pour se reconstruire, pour se découvrir, pour penser ses blessures et s'aimer. Alors c'est parti pour rencontrer Eleanor. Bonjour Eleanor. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Merci beaucoup de me recevoir chez toi, ton appartement est fabuleux. Merci pour le thé, la bougie, le gâteau à la banane. C'est une interview que je veux faire depuis très longtemps parce que, depuis qu'on s'est rencontrés il y a presque 8 mois, 8 mois quand même, quasi 9. La gestation d'un projet, on va Exactement. dire. Donc voilà, merci beaucoup de prendre ce temps, d'avoir accepté de participer à Terres Intimes. Ma première question, c'est un peu la première question de tous ces podcasts. Est-ce que tu te souviens de l'âge auquel tu as commencé à te poser des questions sur la sexualité ? Alors j'ai un souvenir qui me revient, c'est je pense que j'avais 5 ans. J'étais dans mon bain et je pense que c'est la première fois où j'ai eu des contacts avec mon intimité. C'est le premier souvenir qui me vient, et le deuxième, c'est celui de la gêne, quand il y avait quand on tombait à la télé sur des gens qui s'embrassaient, qui commençaient, dont on sentait qu'il y avait un petit truc qui allait se passer. Et je me souviens me courir, surtout quand il y avait mes parents dans la pièce, courir me cacher de gêne. Je pense que ça, c'est mes premiers souvenirs, et j'en ai un aussi particulier, c'est le fait de me sentir amoureuse de mon cousin. C'était mon cousin anglais qui avait 15 ans de plus que moi, donc rien à voir avec la choucroute, on le voyait très rarement. Mais je pense que c'est là où j'ai ressenti mes premiers émois. Alors on peut pas parler de sexualité, mais je pense que c'est le début, l'ouverture en fait à ça. Enfin, les premiers signes de l'amour, le contact avec son intimité, la gêne face à celle des autres. En tout cas, moi, c'est ce qui me vient quand tu me poses la question. J'adore. Qui n'est pas tombé amoureux de ses cousins ? Je ne sais pas. Est-ce que tu te souviens s'il y avait des questions que tu te posais ? Quelles étaient ces questions et est-ce que tu pouvais en parler à tes proches ? Alors, j'ai pas vraiment de souvenir de questions.
Je pense que mes premières questions, elles sont venues plutôt à l'adolescence, mais c'était plus relatif peut-être à la féminité, à l'intimité, notamment les premières règles. Moi, j'appelle ça des lunes, maintenant je trouve ça plus joli. Oui. Règles, je trouve ça un peu strict, alors que c'est tellement magique comme moment. Donc ouais, je pouvais pas spécialement en parler. En fait, c'était pas des discussions que j'avais avec ma mère. Ma sœur était toute petite. C'est plutôt des échanges que j'ai eus avec mes cousines. Il y en a une qui avait le même âge que moi, l'autre qui était un peu plus âgée. Et c'est plus elles avec qui j'ai pu échanger, avec qui je me suis sentie libre d'échanger, parce que je les sentais plus au fait et surtout je me sentais plus en confiance pour parler avec elles. Probablement des amis aussi, mais j'ai pas de souvenirs forts de ces moments-là. Est-ce que tu te souviens de tes premières lunes et comment tu t'es sentie ? Ouais, je les ai eues quand j'étais dans le sud et ça a été très désagréable parce que j'étais en vacances. En fait, on devait partir avec mes parents et mon frère et ma sœur. On devait partir découvrir les îles alentours. Et en fait, je crois que c'est mon frère ou ma petite sœur, je sais plus, l'un des deux qui était tombé malade. Et je me suis retrouvée avec mon père et mon frère, je crois. Donc c'était ma petite sœur, sans ma mère. Et en fait, je me suis sentie... J'étais en plus toute la journée sur un bateau. Il faut savoir que j'ai le mal de mer. Donc non seulement j'ai eu mes règles ce jour-là, qui étaient hyper abondantes, donc mes lunes, et je me suis retrouvée avec mon père et avec mon frère sur un bateau, moi complètement perdue, et en plus sur ces îles où nous sommes allés, il y en avait 3, dont une qui était nudiste. Je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là? Et ça a été vraiment genre une entrée en matière qui a été un peu, intense et un peu brutale, et je me souviens d'en avoir voulu à ma mère de ne pas avoir été là ce jour-là, parce que je me suis sentie... complètement désarmée, démunie, et j'ai gardé tout ce qui s'est passé. En fait, d'une journée qui devait être symboliquement assez, forte et je sais pas, peut-être, j'ai pas parlé de rite de passation, mais un truc assez cool, quoi, est devenu quelque chose que j'ai complètement subi et qui a été extrêmement compliqué ce jour-là à vivre. Voilà, ça m'a un peu marqué. Oui, c'est une entrée en matière un peu particulière. Oui, un peu, ouais. Tu les vis bien aujourd'hui, tes lunes ? Oui, beaucoup mieux. J'ai arrêté la contraception il y a 2 ans. J'en avais marre. J'avais essayé plein de choses, et que ce soit pilule, stérilet. Stérilet, ça a été horrible. Je l'ai hyper mal vécu. En plus, j'en ai parlé avec mon ami qui est médecin, et en fait, il s'est avéré que le protocole de pause et de retrait n'a pas du tout été bien fait. Et ça a été cause de souffrance et de douleurs terribles. J'ai été allongée pendant 24 heures au moins, tellement ça a été douloureux pour le stérilet. J'ai testé l'anneau, et en fait, c'était le dernier truc que j'ai essayé, et j'avais l'impression, dès que je le mettais, de me couper d'une partie de moi-même, en fait, j'ai ressenti un soulagement quand je l'enlevais, et quand je le remettais, c'était comme si j'étais emprisonnée dans quelque chose. Et donc ça fait 2 ans que j'ai arrêté, et en fait depuis, mes lunes sont beaucoup plus régulières, beaucoup plus calmes, je suis beaucoup plus connectée à mon corps, à ce qui s'y passe, d'autant plus que moi j'étais sous Roaccutane, qui est un traitement contre l'acné depuis l'âge de mes 16 ans, avant, 14 ans, et en fait j'ai jamais eu mes lunes sans traitement hormonal. Et donc ça a été aussi un bon chamboulement au début que de tout arrêter, et aujourd'hui les choses sont mises en ordre, et maintenant limite je les célèbre. Pas en mode incantation ni quoi que ce soit, mais je me dis c'est des moments naturels, c'est les moments du corps en fait qui se régénèrent, et en fait je me dis c'est cool, voilà, je me réinvente de l'intérieur, enfin il y a un cycle, il y a un renouveau, et du coup je trouve ça, même la douleur elle est plus aussi inconfortable qu'avant, donc non, aujourd'hui je pense que c'est un moment agréable. Oui, il y a vraiment ça dans cette idée de cycle, on peut repartir. Il y a un renouveau qui se fait tous les mois, et ça, je trouve que c'est une chance, quoi, de le voir comme ça. Ouais, d'y être connecté, que ce soit visible, je suis d'accord. Ouais. Vraiment, même si j'ai eu un mois pourri, je me nettoie de tout ça et je repars. Oui. Et donc j'aime beaucoup, merci beaucoup. Oui, je t'en prie, au contraire. Alors là, on va un peu retourner dans ton enfance, pour entrer un peu dans le sujet où on en a discuté un petit peu avant. Lorsque tu as eu 5 ans, ton père a commencé à dormir nu contre toi. Mm-hmm. Comment est-ce que tu te sentais dans ces moments-là ? Est-ce que tu trouves des mots aujourd'hui qui décrivent ce que tu as vécu et comment tu l'as vécu ? Oui, en fait, donc à 5 ans, mon père me prenait contre lui, il était nu et je sentais son sexe contre mes fesses. Et en fait, je me souviens d'avoir été tétanisée. En me disant mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est pas normal ? Et j'ai cette image où je me vois fixer le mur de 2h à 5h du matin en train de me dire est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est pas normal ce qui se passe ?
et d'être complètement perdue. Et ouais, mon corps s'est tétanisé. Je pense que ça s'est cristallisé dans mon corps au niveau de mon dos et de mon bassin, qui étaient en fait les seuls endroits de mon corps où j'ai pu exprimer ce désaccord en fait. Et comme tout traumatisme, en fait, il y a de l'amnésie. On se souvient pas de ce qui se passe, en fait, on oublie. Mais pour autant, mon corps n'avait pas oublié parce que je faisais des rêves de viol petite, assez régulièrement. Je suivais une thérapeute parce qu'en plus, donc, le climat entre mes parents était un peu compliqué. Et je me souviens lui en avoir parlé, mais j'ai mis du temps à réussir à lui dire. Je me souviens qu'elle avait un peu insisté pour que je dise les mots et que je lui parle de mes rêves de viol. Qui rêve de viol à 7 ans et de lui avoir dit. Et en fait, y a rien qui a changé derrière. Et j'ai eu une longue période, entre guillemets, d'amnésie où ce sujet n'est pas venu sur la table. Et en fait, je pense que c'est plutôt vers l'âge de 18 ans où j'ai commencé à avoir des remontées, où l'amnésie a commencé à se dissiper. Notamment où ma mère m'a confié, alors du jour au lendemain comme ça, que mon père en fait s'était fait violer, petit. Et en fait c'est là où c'est par un oncle apparemment, et que c'est là où tout est revenu. Alors je le sais d'elle, mais je le sais pas de lui. Et apparemment c'est là où tout est remonté, où il y a des choses qui ont commencé à remonter, et il y a aussi j'ai pu remettre en perspective ce qui s'était passé à l'adolescence. Comme je disais, mon père et ma mère étaient ça se passait pas très bien entre eux, ils étaient en procédure de séparation et après ça a été de divorce. Et en fait, ma mère a jeté mon père de la chambre conjugale et en fait, mon père est allé se réfugier dans mon lit. Et donc il travaillait la semaine ailleurs et tous les week-ends il rentrait et il fallait absolument qu'il dorme avec moi. Dès qu'on partait en voyage, il fallait qu'on partage la même chambre. Et en fait, moi je sentais que c'était pas ok, mais c'est votre père, enfin c'est ton père. Donc en fait, il y a une forme d'emprise émotionnelle, physique aussi, parce que c'est un homme. Et puis c'est ton père, donc en fait tu veux de l'amour de lui, tu veux être reconnu, tu veux exister en tant que tel. Et en même temps tu rejettes ce qui se passe, parce que tu sens que c'est pas ok. Et un jour, à 16 ans, je lui ai dit que je voulais plus qu'il dorme dans ma chambre, que je voulais plus qu'il dorme dans mon lit. Et ça a été d'une violence inouïe, parce qu'en fait il s'est senti rejeté. Et il m'a dit, le jour où tu auras besoin d'aide, tu pourras bien te faire mettre. Et en gros, il appelait tous ses potes pour dire qu'il avait plus de fille aînée, quoi. Alors qu'il aurait pu dormir dans plein d'endroits de la maison. Et ma mère m'a même confié un jour, quand j'ai libéré la parole avec elle, elle m'a dit, c'est très simple, le jour où j'ai refusé d'avoir des relations sexuelles avec ton père, il est venu dans ton lit. Et là, je me suis dit, ah ouais. Mais sur le coup, tu sais pas ce qui se passe. T'as pas les mots. Et quand tu l'as dit à ta psy, et donc ta mère qui voyait ce qui se passait, en fait, il n'y a pas eu d'intervention, même ton entourage familial, en fait, n'a pas agi, ne s'est pas posé de questions sur ce qui se passait. Non, et en fait, j'ai compris que ma mère savait quand je lui en ai parlé, ça remonte à 1 an, donc c'est tout récent. Quand j'ai libéré la parole avec elle, je lui ai exprimé que, en fait, c'est le principe d'un traumatisme, c'est que comme il y a de l'amnésie, en fait, du coup, vous doutez. Tu doutes de ce qui s'est passé, en fait. Tu te dis, mais c'est dans ma tête. Est-ce que je l'ai imaginé ? Parce qu'en fait, du coup, t'as très peu de mémoire, t'as très peu de souvenirs. Et moi, j'ai vraiment cette image de moi en train de voir le mur. Et je sais que je l'ai pas inventé. Et quand j'en ai parlé à ma mère et que je lui ai dit, voilà comment j'ai vécu les choses, voilà ce qui s'est passé. Et qu'elle m'a regardée dans les yeux, elle m'a dit, Eleanor, ne doute pas. J'ai vu. Je sais. Et du coup, ça a été un soulagement aussi parce que quand tu doutes de ce qui t'est arrivé, tu dis, mais c'est moi qui suis malade, c'est moi qui invente, c'est moi qui fabule. Et c'est aussi un peu le principe du climat incestuel, c'est que c'est tous les méfaits de l'inceste sans qu'il y ait, passage à l'acte sexuel. Donc il y a tout ce flou autour de la sexualité, tous les rôles sont inversés, tout est flou, et donc du coup c'est vachement plus dur, contrairement à un viol. Alors c'est moins, il n'y a pas de comparaison à avoir, mais c'est moins douloureux parce que du coup il n'y a pas d'agression sexuelle. Mais pour autant, c'est plus dur de se positionner face à un climat incestuel parce que du coup il n'y a pas eu d'acte, il n'y a pas eu d'agression pure en fait. Comme tout est dans le feutré, tout est flou, en même temps présent sans être présent, c'est vraiment une ambiance en fait, c'est vraiment une atmosphère. Et c'est plus dur de se positionner face à une atmosphère que face à une agression. Quelque chose, donc... je sais plus quelle était la question initiale, mais j'espère y avoir répondu. Oui, c'était très clair. Pendant toute cette enfance et cette adolescence, tu as vu des psys donc, par rapport à la séparation de tes parents. Ton père est dormi avec toi. Et est-ce que c'était toujours dans un cadre de nudité ? Ouais, mon père dormait nu. Il a jamais dormi habillé. Jamais.
Tu en as parlé à ta mère pour la première fois, donc il y a 1 an. En tout cas, tu as ouvert la parole. Qu'est-ce qui a déclenché cette ouverture ? Est-ce qu'il y a eu un processus de thérapie ? Donc finalement, à quel moment, parce que tu as dû, j'imagine, changer de psy ou faire un processus où vraiment tu voulais mettre de la conscience sur ça, quel a été ce cheminement, en fait, jusqu'à la libération de la parole ? Il a été long. Je sais que la première étape, ça a été quand donc, j'ai appris le viol de mon père et en fait, tout s'est éclairci. Je me suis dit, ok, bon bah voilà, il a reproduit ce qu'il avait connu, en fait. Et encore... Et ça, t'avais quel âge ? 18, quand j'en ai pris conscience. Enfin, quand on me l'a appris, hein, et je te dis, ma mère me l'a sorti comme ça du jour au lendemain, mais out of the blue, et je me suis dit, non mais attends, mais comment tu me lâches cette bombe ? Enfin, bref. Comme si elle-même se rendait pas compte, en fait, de ce que ça impliquait, de ce que je suis engagée, mais je pense que le principe, c'est que personne ne s'en rendait vraiment compte. Mais même mon père, je pense qu'il se rendait pas compte. Enfin, je dis pas ça pour le dédouaner ni de l'excuser, mais je pense qu'en fait, c'était tellement ancré dans son quotidien, dans ce qu'il avait vécu, que finalement, quand on travaille pas sur un schéma, il se reproduit. Hein. De manière assez simple. Ouais. Et en fait, le cheminement, je pourrais pas poser vraiment des étapes, mais... alors, la psy que j'ai vue à 8 ans, ça a duré peu de temps. J'ai un peu fait une dépression quand même quand j'étais adolescente, parce que je pense liée à tout ça et liée à tout ce poids. Et je pense que j'ai pas eu une adolescence très heureuse. Au pied du fait aussi du climat à la maison et tout, enfin c'était compliqué. 18 ans, je suis partie en prépa et en fait il y a eu plusieurs je pense qu'il y a eu d'abord d'autres traumatismes. J'ai un ami un ex, en fait le père d'un de mes ex, qui a cherché dans la voiture en fait à me regarder. J'avais à peine 18 ans et il m'a dit j'ai très envie de t'embrasser. J'étais toute seule sur une route de campagne avec lui. Parce que je bossais pour sa boîte, en fait c'était un stage d'été et j'avais pas la voiture, donc je devais dormir chez lui, sa femme, son fils et tout, même si on n'était plus ensemble avec son fils. Et de me reconfronter en fait au désir d'un homme, alors que j'avais pas de consentement, que j'avais envoyé aucun signaux et tout, ça a été compliqué. Et en fait quand j'en ai parlé à ma mère m'a dit que c'était de ma faute, que c'était moi qui l'avais cherché, que j'étais responsable en fait, que c'était moi qui avais cherché à attirer son regard sur lui et tout. Et je me suis dit non mais attends, mais il y a un truc, c'est fucked up là. Enfin il y a un truc qui tourne pas rond. Et quand j'en ai parlé j'avais encore quelques relations avec mon père à ce moment-là, et quand j'en ai parlé à mon père, il m'a dit écoute, c'est ton problème en fait. Et je me suis ressentie un peu complètement désarmée, et c'est là où je pense que j'ai commencé vraiment à prendre les choses en main et à me faire accompagner. J'ai commencé par un coaching. Alors pas du tout lié à mon traumatisme, mais plutôt lié à moi, parce que j'étais aussi dans un job pas très heureux, dans une vie personnelle pas très heureuse. Et du coup j'avais rencontré ce coach lors d'une formation, et je m'étais dit écoute, je sentais que ça allait pas dans ma vie et que j'avais envie de reprendre les rênes, et je me suis dit go, fais-toi accompagner. Et en fait le coaching a eu le mérite de me permettre de sécuriser mon présent et d'être claire sur mon avenir. Et en fait de là, c'est un processus qui a duré 1 an et demi. Alors je le voyais pas tous les jours pendant 1 an et demi, hein, mais au début je le voyais beaucoup, puis après ça s'est espacé. Et je me souviens très bien, c'était en 2014, donc j'ai commencé à le voir en 2011, et en 2014, donc c'était la fin de mon coaching avec lui, et je lui ai dit écoute, il s'appelait Ludo, je lui ai dit Ludo, je sens que si j'ai vraiment envie d'aller bien dans ma vie, il faut que j'aille chercher et déterrer ce qui s'est passé dans le passé, et que j'aille travailler là-dessus pour pleinement me libérer et vivre ma vie en fait, et d'être épanouie, et d'être allégée, et d'être légère quoi. Et donc il m'a donné le contact d'un monsieur que j'ai appelé Maître Yoda, qui était un monsieur spécialisé dans l'art martial, dans les pratiques PNL et tout, et qui m'a vachement aidée. Ça a été, je pense, mon premier acte fondateur de libération de la parole sur ce sujet-là, où il m'a permis de me connecter à mon enfant intérieur et d'exprimer ma colère contre mon père, parce que du coup mon père me dégoûte. Je peux pas être à son contact, il me répugne, il me dégoûte, tout me débecte chez lui. Et d'ailleurs, quand j'étais plus jeune, à l'adolescence, donc mes parents ont divorcé, et je passais le moins de temps possible avec lui. Faut savoir que mon père est alcoolique, dépressif. Donc du coup, c'était pas forcément des moments agréables. Et en fait, d'avoir un espace où j'ai pu exprimer cette colère, parce que quand t'es enfant, tu dis ah mais j'ai pas le droit d'en vouloir à mes parents, pardon. C'est mes parents, je leur dois loyauté, etc., etc. Et en fait, ça a été, je pense, à un moment très fort pour moi de pouvoir pleurer, dire ce que j'avais à dire, exprimer ma tristesse, parce que du coup, d'exprimer ce qui était pas normal, parce que comme tout l'environnement était fucked up, j'ai l'impression d'être la seule. Alors à dire mais en fait c'est pas ok, tout ce qui se passe n'est pas ok, en fait c'est pas normal, mais je pouvais pas en parler à mes parents, et puis moi-même je savais pas, j'avais pas mis les mots en fait sur cette notion de climat incestuel. C'est en discutant avec Maître Yoda que j'ai compris.
C'est drôle, j'essaie de l'appeler comme ça, mais vraiment, moi, c'est un monsieur tellement... si tu le rencontrais, je pense que tu comprendrais pourquoi je l'appelle comme ça. Ouais, mais j'adore, donc continue. Et ouais, il y a eu cette première étape-là, qui a été très puissante, et j'ai travaillé assez régulièrement avec lui. En plus, il avait un côté très, j'ai envie de dire moine Shaolin, tu vois, enfin, très ancré sur le présent, très connecté au ressenti, au corps. J'ai eu aussi une deuxième étape avec un hypnothérapeute où mon but c'était de pouvoir être juste en contact avec mon père sans ressentir ce dégoût, parce que du coup c'est compliqué, hein. Dès que j'allais chez lui, il a déménagé dans le sud, dès que j'allais chez lui je m'enfermais dans sa chambre, quoi. Enfin dans ma chambre, pardon, tu vois, lapsus, dans sa chambre, tu vois. Non mais c'est ouf comme ça parle. Je m'enfermais dans ma chambre pour pas être au contact de lui. Et cette hypnothérapie, cette séance était vraiment pour me permettre de pouvoir être à son contact sans ressentir sans avoir toutes ces émotions qui remontent, cette dégoût, cette colère, cet éloignement, quoi, de laisse-moi tranquille. Et en fait, pendant cette séance d'hypnothérapie, j'ai littéralement eu un fœtus qui est sorti de mon plexus. Et je me souviens de l'hypnothérapeute qui me dit « Bah on en fait quoi de ce fœtus ?» Et lui avoir dit « Bah on le met au fond d'un lac. » Et très curieux, tu vois, en disant « Mais en fait, on le met loin, loin, loin. » Et je me souviens d'avoir parlé à ma sœur, qui elle-même en avait parlé avec sa psy, parce que je parle beaucoup avec ma sœur de ces sujets-là, et sa psy lui a dit, et d'autres personnes, et moi, thérapeutes, ont pu me dire qu'en fait, ce fœtus, ça aurait pu être l'enfant que j'aurais pu avoir avec mon père s'il y avait eu consommation. Et c'est littéralement sorti de mon corps, quoi. Et je sais que c'est très glauque raconté comme ça, mais ça a été un acte aussi profondément... symbolique et psychomagique, quoi. Exactement. De sortir ça de moi, Puis c'était la première fois que je faisais l'hypnose comme ça, donc c'était quand même là aussi assez puissant. Et c'était une visualisation pendant l'hypnose d'un fœtus qui sortait, et t'as vraiment senti qu'il fallait l'enterrer, en fait, sous l'eau en plus, où il y a vraiment une idée d'émotion et de lointain, quoi. Ouais, sous un lac, guérison. Quoi. Ouais, vraiment, et il revient à la terre, quoi, quelque part, quoi. Il revient là où il était, et il s'enterre, quoi. Il part... c'est le deuil aussi, hein, je pense... peut-être aussi de l'enfant que j'ai pu être, de ma naïveté, je sais pas, je pense qu'on peut imaginer plein de symboles derrière ça. Donc ça, je pense que ça a été un autre acte assez fondateur. Et puis après, j'ai vraiment continué ce travail sur moi avec différents thérapeutes. Aujourd'hui, je vois une somatothérapeute. On travaille aussi beaucoup sur la libération émotionnelle. Je vois une shiatsu, parce que du coup, le corps aussi emmagasine, hein, les traumatismes, comme je disais. Moi, j'ai régulièrement mal au bas du dos, au niveau des omoplates. Et je me souviens de la shiatsu qui me disait « Mais en fait, t'es en béton armé, Eleanor. Enfin, il n'y a aucun moyen de rentrer dans ton dos. » Et je sais pourquoi, en fait. Parce que en fait, j'ai barricadé. Je pouvais pas... J'avais aussi du mal à m'endormir. Mais normal. Du mal à lâcher prise. Parce que c'était pendant la nuit et que ça se passait, ce genre de choses. Et donc, du coup, au fur et à mesure, je me suis entourée de thérapeutes, de formations et de disciplines différentes. Et en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est d'avoir un peu cette boîte à outils, moi, d'accompagnement, qui étaient hyper complémentaires entre elles, parce que soit je travaillais via l'oralité, donc via la parole, ou via le corps, via la somatothérapie par exemple, via aussi les mémoires émotionnelles, via le conscient et l'inconscient, avec l'hypnothérapie notamment. Et en fait, c'est, je pense, cet ensemble de personnes de confiance qui m'ont accompagnée, et puis aussi, là, je pense, la maturité, le recul et autres, qui les uns ont renforcé les autres, en fait, avec des approches un peu comme une boule à facettes. Moi, je vois ça un peu comme une boule de disco, où en fait, du coup, suivant la lumière, tu fais rayonner les choses de manière différente, mais ça reste une même boule, en fait, ça reste toi. Et en fait, tu travailles juste de manière différente. Ouais. Donc voilà, je pense que ça a été un peu ce processus-là, jusqu'à la décision d'écrire à mon père, c'était en juillet, non, en août. Ouais, en août 2021, où j'ai décidé d'agir et j'avais parlé à ma mère, parce que ce que j'ai aussi compris en thérapie, c'est que le climat incestuel, il vient et de mon père et de ma mère, des deux parents. C'était ma prochaine question, donc je te laisse enchaîner. Super. Ouais, où en fait, le climat incestuel côté de ma mère, c'est plutôt... J'ai compris qu'elle avait... en fait, un peu supplanté sa mère. C'est comme si elle avait pris la place de sa mère auprès de son père. Comme si c'était devenu la femme de mon grand-père. C'est lui, mon grand-père était entrepreneur, il était meunier. Et en fait, il emmenait ma mère dans les dîners d'affaires et tout, et pas sa femme. Et j'ai découvert aussi qu'il y avait eu des relations cachées entre cousins.
plein de choses comme ça, où j'ai un oncle qui a fait une remarque à une de mes cousines, de mes petites cousines, en disant quand est-ce que tu te fais refaire les seins? Et il y a un peu cette notion là aussi de flou, normalement de choses qui ne sont pas censées être dépassées, qui le sont régulièrement en fait, et qui mettent cette climat comme s'il y avait du sexe partout en fait, comme s'il y avait quelque chose d'insidieux et donc en fait de profondément sale. Et c'est ça moi que j'ai ressenti pendant longtemps, et j'ai eu vachement de mal avec mon corps, c'est ce sentiment d'être sale, d'être sali, d'être souillé, d'avoir été sali par quelqu'un. Et du coup, l'idée de libérer la parole avec ma mère, c'était aussi de lui faire prendre conscience de tout ça, de tout ce par quoi j'étais passée, parce que j'ai quand même des moments où je pouvais pas me voir nue devant la glace sans que mon père ne soit là. Je ne pouvais pas avoir des relations sexuelles avec un homme sans qu'il soit là, dans l'ombre, mais sans qu'il soit là. Comme s'il avait pris possession de mon corps, en fait, comme s'il avait pris possession de ma sexualité, comme s'il m'avait dépouillée, en fait, dépossédée de ma candeur, de ma légèreté, de mon intimité aussi, quelque part. Et en fait, libérer la parole avec ma mère, je l'ai fait avant mon père. C'était aussi pour qu'elle prenne conscience de ce qu'elle avait laissé faire. Mais je l'ai pas fait dans une optique de l'accuser, mais plus de lui redonner sa responsabilité. Et qu'elle sache, en fait, comment j'ai vécu les choses, comment elle a contribué en laissant faire, en fait, en ne disant rien, en ne nous protégeant pas. Je dis nous parce que ma sœur a aussi des remontées traumatiques. Et en fait, j'ai voulu aussi mettre en lumière le fait que ça va au-delà d'elle, en fait. Ça va au-delà de mes parents, ça remonte à avant mes parents, en fait, à ce qui se passait de chacun de leur côté, en fait. Et ce climat incestuel, de toute façon, il vient rarement de nulle part. Et c'est vraiment une atmosphère, une ambiance. Et je suis ravie parce que du coup, elle a... Je me souviens, on était dans les parcs du but de Chaumont quand je lui ai parlé, on marchait. Et c'était là aussi très libérateur et très... ça m'a fait du bien de lui dire, en fait, de libérer la parole pour que j'ai plus à garder ça pour moi et qu'elle puisse aussi prendre la responsabilité de ce qui s'est passé et qu'elle décide de faire ce qu'elle a envie de faire. Sachant qu'elle a été pas mal dans le déni quand même. Même après lui avoir parlé, je pense qu'il y a des choses qu'elle voulait pas voir, mais en même temps, l'inceste, c'est tellement innommable, c'est tellement répugnant, c'est tellement sale qu'il y a un gros tabou sur ce sujet. Et ce qui m'a aidée à lui faire prendre conscience de tout ce qui se passait et que j'étais pas un cas isolé, ça a été le podcast de Ou peut-être une nuit de Victoire Tuaillon, je crois, de Louis Média, qui a été incroyable en 6 épisodes et qui, moi, m'a permis de mettre des mots et qui d'ailleurs m'a aidée à écrire la lettre à mon père après avoir parlé à ma mère, parce que ça m'a permis de comprendre, en fait, et de comment dire, peut-être même d'être dans un processus d'analyse et de pouvoir mettre des mots sur « Ah, voilà, c'est normal d'avoir ressenti ça, c'est normal d'avoir été dans une culpabilité, c'est normal de s'être senti sale, c'est normal en même temps de se dire que tout est gris parce que ça reste ton père, tu vois, ça reste ta mère. » Et moi, ça a permis là aussi de comment dire, de digérer tout ça et surtout de pas que ce soit que mon histoire, en fait, que ça soit appuyé par le témoignage d'autres personnes. Et depuis, d'ailleurs, ma mère a elle-même des remontées traumatiques qui reviennent avec apparemment avec des membres de sa famille. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas juste mes parents, ça va au-delà d'eux. Je pense que c'est aussi un système global, patriarcal, de domination, d'emprise, qu'on retrouve de plein de manières différentes dans la société. Qu'est-ce que tu as dit à ton père dans sa lettre et comment est-ce qu'il a réagi ? Je lui ai dit... En fait, j'ai décrit ce qui s'était passé. Je lui ai dit... En fait, avant même de lui envoyer ce mail, mon père ne comprenait pas pourquoi je lui parlais pas. Pourquoi je coupais les ponts, pourquoi j'étais si distante. Et en fait, moi, ce que je ressentais, c'est qu'à chaque fois, mon père voulait absolument savoir des choses sur mon intimité, sur ma vie. Et je me ressentais violée, en fait. Dans mon intimité, comme s'il n'y avait pas de notion de consentement, c'est parce que lui voulait savoir ce qui se passait dans ma life, que du coup, ça faisait loi. Et en fait, j'en avais marre de me sentir poussée, en fait, sans cesse à savoir plus, à me livrer plus, à lui dire plus. Et à un moment, j'ai un peu pris mon courage à deux mains, parce que c'est pas facile de confronter son père, et lui dire, mais à ton avis, pourquoi je te parle pas ? À ton avis, ah oui, c'est ça, je lui dis ça comme ça, je dis, à ton avis, pourquoi je cherche à me protéger de toi ? En me disant, je vais lui laisser la porte ouverte, peut-être qu'il y aura une prise de conscience. Que nenni. Jean-Michel Denis encore frappé. Ou du coup, je sais plus ce qu'il m'a répondu, mais en fait, il était dans le déni, ouais. Je sais plus ce qu'il m'a dit, mais en gros, c'est je vois pas de quoi tu parles, quoi. Enfin,
Et là, je me suis dit, il le fait vraiment exprès. Et donc, en fait, le fait de voir qu'il comprenait pas ou qu'il faisait semblant de pas comprendre, je me suis dit, ok, je vais pouvoir y aller. En fait, je lui ai laissé une chance. Il l'a pas saisi. En fait, je vais pouvoir lâcher ce que j'ai à dire. Ouais. Et donc, dans mon mail, voilà, je lui décris tout ce que j'ai ressenti et tout ce que j'ai dit dans cette émission, tout ce que j'ai raconté. Et je lui ai décrit le climat incestuel et je lui exprime toute sa responsabilité dans ce climat. Là aussi, pas dans un mode accusatoire, mais vraiment l'expression de mon ressenti, justement pour qu'il soit inattaquable. Parce que quand il y a le tu, l'autre peut se met en réaction de défense, en fait. Alors que quand on dit, voilà ce que j'ai ressenti, voilà ce qui s'est passé, voilà tous les impacts que ça a eu dans ma vie sexuelle, physique, sentimentale, voilà le temps que ça m'a pris, voilà le travail que j'ai dû faire, voilà pourquoi je t'en veux, en fait, pourquoi je suis en colère. Et ce que je te demande surtout, c'est je te demande de me demander pardon, en fait. Parce que je lui ai dit, en gros, et c'est ça que j'ai compris dans sa réponse précédente, c'est que je me suis dit, en fait, il n'est pas intéressé par moi, en fait. Au sens où, en fait, ce qui l'intéresse, c'est lui. Je me suis dit, il y a vraiment un défaut d'empathie, en fait, total. Moi, je sais pas, il y a quelqu'un qui me dit, écoute, Eleanor, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que je ressens, et tu y as participé. Mais moi, direct, je lui dis, mais bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais raconte-moi, mais comment t'as vécu les choses? Et là, pas du tout. Et là, c'était tout l'inverse. Et en fait, je me suis dit, j'ai pris conscience qu'il pouvait pas y avoir de relation tant qu'on restait sur ces bases-là. Et que le seul moyen de repartir sur une autre forme de relation qui soit plus saine, c'était qu'il puisse, du coup, me demander pardon et qu'il prenne aussi acte et responsabilité de ce qui s'est passé. Et quand je lui ai envoyé mon mail, donc bien sûr, j'ai mis... alors, j'avais pris plein de notes à droite à gauche, j'ai mis 2 heures à l'écrire, et je voulais absolument l'écrire avant le stage où on s'est rencontrés. Et donc, j'ai envoyé le lundi et le mercredi avant de prendre mon train pour aller à ce fameux stage. Mon père, donc, qui est anglais, m'a répondu cette phrase, je pense que je me souviendrai toute ma vie, en mode « You have broken your silence. Good. » Ok. Donc, en mode « Ok, t'as libéré la parole. Bien. » Et en fait, à la fois, j'étais soulagée de ça, parce que j'allais à ce stage des Sacrés où on s'est rencontrés, et qui est, pour moi, en plus, qui était hyper symbolique, parce que je me suis dit, c'est la fin cet acte de libération de la parole. Je l'ai fait avant de venir. Et je savais qu'il allait y avoir un avant et après ce stage, et que ça allait être une phase transitoire pour ouvrir une autre phase de ma vie. Et finalement, c'était pas plus mal qu'il ait répondu que ça. Parce que je me suis dit, je vais pouvoir me concentrer sur le reste, je vais pas avoir à ruminer sa réponse. Ouais. Et j'ai eu une autre réponse quelques mois plus tard, où en gros, il m'expliquait que à l'époque, c'était ok, que c'était normal, que de toute façon, il était pas bien dans sa vie, et que je l'accuse, sans en avoir jamais, tu vois, que je lui laisse aucun espace de discussion et de parole. En fait, il s'est victimisé, en gros. Et j'en ai discuté avec une de mes tantes qui m'a dit, mais Eleanor, si on lit entre les lignes, il n'est pas dans le déni. Ouais, il te dit pas non, c'est pas arrivé. Ouais, exactement. Il sert juste des excuses par rapport. Et ce dont j'avais peur, en fait. Ouais. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai mis du temps à lui dire, c'est que j'avais peur qu'il me dise non, c'est faux, tu fabules. Et en fait, donc ce qui n'est pas le cas, parce que quelque part, même s'il me dit je suis une victime et c'est pas de ma faute, il admet quand même ce qui s'est passé. Et j'ai perdu l'autre idée que je voulais dire. Ce que t'as ressenti quand t'as reçu sa deuxième réponse? Non, ouais, en fait, non, c'était en gros... ouais, je me suis dit, en fait, je lui demande pardon, enfin, je lui demande de me demander pardon, et en fait, il le fait pas, voilà, et il se victimise, et en fait, il se cache, en fait, derrière cette posture de victime, et il assume pas du tout ce qui s'est passé, et ça, c'est venu quelques mois plus tard, et je lui ai toujours pas répondu à ça. Vous êtes pas vus depuis? Non, je crois que ça fait 2 ans que je l'ai pas vu. Parce qu'en plus, il habite pas dans la même ville que moi, il est loin. Et puis moi, je déteste aller chez lui. Vraiment, je déteste sa maison, je déteste l'atmosphère, je déteste tout. Et puis franchement, ça a l'image, je pense, du dégoût ressenti au global. Mais je pense que je pense que quand je me sentirai prête, je lui enverrai un message en lui disant, écoute, je te tends la main une dernière fois. Parce qu'en plus, il est fragile, il est malade. Et en fait, ma plus grande peur, c'est qu'il décède. Sans que... En fait, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il décède et que je regrette certaines choses. Que je regrette, par exemple, peut-être de ne pas aller au bout ou de ne pas l'avoir pardonné, par exemple. Et en fait, je sens que je lui ai pardonné. Je sens sincèrement que je lui ai pardonné. Mais en fait, je pense que symboliquement, j'ai quand même besoin qu'il me demande pardon. Et je pense que j'ai besoin de tout faire
pour que ça ait lieu, mais de mon côté. C'est-à-dire que après c'est à lui de le saisir, mais peut-être moi en gros d'être tranquille, de pouvoir être sereine d'esprit en me disant quoi qu'il arrive, qu'il reste en vie pendant 10 ans ou pas, au moins moi je suis saine d'esprit, en fait je suis sereine, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir et c'est lui qui a pas su le saisir et vraiment que il en soit pleinement responsable et que moi je m'affranchisse en fait des peurs ou des doutes que je peux avoir pour là aussi garder être claire avec moi-même et garder cette sérénité là. Aujourd'hui tu te sens comment dans ton corps ? Mieux, même si c'est pas encore complètement ça. Je suis encore allée voir une ostéo hier parce que voilà, il y a des choses qui bougent dans le corps. Je pense que j'apprends à l'aimer, mais c'est un long chemin. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, hein, clairement. En fait, je pense que je suis un peu déconnectée de mon corps. Et je pense que c'est assez logique. Parce que je pouvais pas être dans l'amour de mon corps quand on lui a enlevé toute cette insouciance et tout ce... En fait, pour moi, j'ai pu chercher à cacher mon corps et puis même j'étais pas bien dans ma peau adolescente à cause de ça. J'ai pris du poids, je pense que je cherchais aussi à me protéger du monde extérieur. Et en fait, ce corps, c'est lui qui a pris les coups, quoi. Et en fait, je me suis un peu coupée de lui et c'est aussi le principe du traumatisme, c'est que du coup, tu te coupes un peu de toi, quoi, de ce qui se passe, de tes émotions, de plein de choses. Et là, je suis un peu en train de retrouver une connexion avec lui, en fait, d'essayer d'apprendre, en fait, à savoir ce que c'est. Je me fais accompagner notamment par une sexothérapeute. Et en fait, j'ai pris conscience que je prenais soin de mon corps qu'au travers de tierces personnes. Shiatsu ou autre, mais jamais de moi à moi, en fait. Et donc, mon premier exercice, c'est par exemple sous la douche ou d'autres moments, c'est pas forcément de chercher à être sensuel ni quoi que ce soit, c'est juste chercher à apprécier les contacts que je m'offre, en fait. C'est juste mettre en lumière et mettre de la conscience dans des moments de douceur avec mon corps, dans des moments où, parce que je me lavais les cheveux, c'était genre un peu violent, quoi, un peu vénère, et de mettre un peu plus de calme, de douceur, de gentillesse, tu vois, moins de rudesse, plus d'amour aussi. Et d'ailleurs, je me suis fait tatouer le mot amour sur mon corps, justement, et en fait, je l'ai fait un peu en mode tatouage énergétique, pour briller de cet amour et en fait, pour apprendre à m'aimer, remettre de l'amour là où il y a eu de la souffrance, en fait. Et quand on m'a fait ce tatouage, pour moi, je l'ai vraiment fait en conscience, en me disant, je décide de m'aimer. Je décide d'aimer mon corps, je décide, même si ça va être un chemin qui peut être un peu long, mais je décide de faire le choix de l'amour pour moi, avec tout ce qui s'est passé, et surtout en me pardonnant, parce que je parlais de colère vis-à-vis de mon père, mais il y a aussi de la colère vis-à-vis de moi, de ne pas avoir su réagir, de ne pas avoir su dire non, de ne pas avoir su poser des limites, même si je l'ai fait plus tard, mais en même temps, et je sais que j'avais pas les ressources en tant qu'enfant pour pouvoir le faire. Mais il y a quand même de la colère, en fait. Et du coup, l'idée, c'est de remettre de l'amour là où il y a de la colère. Et j'ai fait ce premier tatouage amour, et j'en ai fait un deuxième pour illustrer cette notion d'alignement, où j'ai plein de taches de rousseur et de grains de beauté, et en fait, j'en ai 2 qui sont alignés. C'est dingue. Et du coup, l'idée, c'était de mettre des points, en fait, pour illustrer cette notion aussi d'alignement intérieur, et de me faire un peu cette promesse d'être alignée avec moi-même et de tout faire pour que en fait je sois la plus la plus alignée avec moi, la plus juste dans ce que je fais et dans l'amour aussi de soi et en me pardonnant aussi d'avoir voulu aussi être aimée de mon père, quoi. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Ouais, d'être vraiment dans ta justesse. En tout cas, j'adore le tatouage, c'est des points alignés avec tes grains de beauté. Mais j'en avais déjà là, en fait. Je me suis dit, en fait, naturellement, ils sont alignés, donc autant faire le... T'as des constellations partout sur le corps. En vrai, j'ai la petite ours sur mon pied. Ah ouais? Je te montrerai. Tu es ton propre guide, c'est pour ça. Peut-être. Tu vois une sexologue et d'ailleurs t'es en couple avec quelqu'un avec qui donc il y a de la sexualité. Comment tu te sens dans ta sexualité aujourd'hui? Et en fait, comment ça a été ce cheminement pour arriver jusque là où t'en es aujourd'hui par rapport à ta sexualité spécifiquement? En fait, sexuellement, comment dire, je pense que j'avais une sexualité normale, classique, et le fait d'avoir libéré la parole récemment avec mon père et tout, ça a généré des difficultés sexuelles. J'avais plus d'envie, plus de désir, et puis même parfois, quand je voyais mon conjoint me regarder et tout, moi, je me sentais agressée, en fait. Et je pense que j'ai pu avoir cette coupure dans notre sexualité, notamment parce que je me sentais en sécurité avec lui. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est dans la compréhension, dans l'écoute. Et du coup, je pense que je me sentais en sécurité pour pouvoir exprimer ce que j'avais exprimé, mais du coup, limite pour faire remonter un peu les traumatismes physiques, quoi.
Et du coup, il y a des phases un peu dures d'abstinence, hein, clairement, on peut en parler, parce que dès qu'il se mettait derrière moi, en fait, je me crispais, parce que y a des positions que je peux pas avoir, quoi, parce que en fait, ça fait remonter trop de choses. Et ouais, et en fait, cette notion de désir, en fait, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que dans le rapport à mon corps, et ça, j'en ai pris conscience pendant le stage, c'est que en fait, je cherchais à cacher mon corps parce qu'en fait, j'avais peur qu'il génère du désir chez l'autre, comme si j'étais responsable du désir que je pouvais provoquer. Et donc du coup, je cherchais à le cacher. Et ce qui s'est passé avec mon ami, c'est que quand il me regardait les seins en me disant t'as des seins magnifiques, machin, et moi je me sentais agressée en fait. Vraiment, je me sentais sale, c'était horrible pour moi. Et donc, mais ça n'a pas été comme ça au début de notre relation en fait. Et je pense que c'est vraiment venu avec la libération de la parole. Où en fait, je pense que c'est un peu comme quand vous mettez des trucs sous le tapis et qu'à un moment donné, vous décidez de regarder ce qui se passe sous le tapis et de le secouer. Forcément, il y a un peu toute la merde qui remonte. C'est un peu pareil. C'était le nettoyage de la fosse septique. Donc forcément, t'as des trucs un peu ragoûtants qui viennent. Mais en même temps, il vaut mieux qu'ils soient à l'extérieur qu'à l'intérieur, quoi. Je pense que c'est un peu ce côté je crève l'abcès, quoi. Et je pense que ça a pu d'autant plus se faire que mon ami est hyper... j'ai de la chance d'avoir quelqu'un qui comprend autant, qui a écouté d'ailleurs les podcasts avec moi, qui a pu comprendre aussi plein de choses, parce que je pense que quand on l'a pas vécu, c'est toujours plus difficile de le comprendre. Ouais. Et aujourd'hui, je pense que je réapprends en fait un peu cette notion de désir, je réapprends à me connecter à mon corps. Par exemple, moi je me masturbe jamais, je prends aucun plaisir à ça, et je pense qu'il faut que je trouve un peu ma manière à moi de me relationner, de me connecter. Et de même pas forcément juste dans une optique de sensualité, juste de me connecter à mon corps en fait, d'en avoir conscience et de le bénir pour ce qu'il me permet de faire et de l'accueillir. Et c'est un peu j'ai écouté un podcast d'une coach qui disait pour vous libérer de la charge mentale, une des charges mentales chez les femmes, c'est le dégoût qu'elles ont de leur corps, ou le fait qu'elles aiment pas si leurs cuisses, leurs bras, leurs jambes, leurs trucs, le machin. Et elle conseille d'aller se mettre devant une glace et de dire en quoi tes cuisses, tes bras, tes seins, en fait, sont extraordinaires et sont très beaux. Et en quoi, en fait, qu'est-ce que t'as besoin d'entendre, en fait. Et donc, j'ai fait ça récemment, en me disant, c'est des petites choses, mais c'est aussi me reconnecter à mon corps, quoi. Et symboliquement, je trouve que c'est assez fort. Et du coup, il y a aussi cette sexothérapeute avec qui j'échange sur le sujet, et puis j'ai plein de bouquins sur la sexualité sacrée, et j'ai vraiment envie de la découvrir en fait, cette sexualité sacrée en fait, de pouvoir me connecter à elle pleinement en fait, et de vivre quelque chose qui transcende, et là aussi qui mette de la lumière là où il y a eu du sale, de mettre de la joie là où il y a eu de la contrainte, de mettre de la liberté là où il n'y a pas eu de consentement. Et en fait, c'est ce à quoi j'aspire pour moi, en fait, et d'être vraiment ça va peut-être être très mégalo ce que je veux dire, mais dans Eleanor, il y a or. Et en fait, cette lumière, se mettre ses paillettes, en fait. C'est ça, en fait, ce que je veux, c'est mettre des paillettes, mettre de l'or, mettre de la lumière, briller, rayonner, d'une sexualité, consentie, éclairée, selon nos règles, en fait, et selon nos besoins. C'est vraiment ce à quoi j'aspire. Et je sais que ça va être un chemin. Mais voilà, c'est en tout cas mon intention et ce à quoi j'aspire pour moi et pour mon ami. Oui, c'est vraiment ce pouvoir alchimique de pouvoir transformer toute la noirceur en lumière, et ça, c'est quelque chose que tu actives. J'adore Eleanor. En hypnose, quand je fais ça et que parfois il y a des endroits de mon corps que je veux guérir, et j'ai des pansements dorés, et en fait je me dis joue avec les cartes que t'as. Et donc du coup je me dis voilà, je l'avais pas compris, mais le jour où je l'ai compris, je me suis dit mais c'est pour ça que tu mets du doré partout. Et cette lumière résonne particulièrement, donc ça a été un peu une prise de conscience de ouf. Puis tu dis que c'est facile de se regarder dans la glace et de se dire ok, qu'est-ce qui est bien, comment je m'aime. C'est quand même un step qui est difficile à prendre, je trouve. Ah ouais, non, pour moi, je voulais pas dire que c'était facile. Oui, c'est dur, enfin c'est difficile de se confronter à son propre reflet. Je trouve ça hyper humble que tu dises c'était un peu difficile, mais oui. c'est vraiment pas facile du tout dans ce processus d'amour de soi et de guérison, surtout quand le corps a une symbolique aussi forte et où c'est si important de... Mais en tout cas, merci pour ce conseil que tu partages à tout le monde. Moi, j'ai vraiment envie de... J'ai d'autres questions après, on ira un peu plus loin sur tes désirs aujourd'hui dans ta vie, dans ton corps, dans ta relation. Mais j'avais envie de revenir juste sur l'importance de la libération de la parole et pourquoi c'est... Enfin, je me sens si touchée que tu acceptes aujourd'hui de parler de tout ça avec autant de clarté et de conscience. Enfin, c'est un vrai cadeau. Parce qu'en fait, quand on s'est rencontrés, donc on a fait un stage donc autour de la déesse, ce sont des choses que tu as révélées.
Et en fait, on n'arrivait pas à ce stage, le groupe avec lequel on était n'arrivait pas à se libérer vraiment. Il y avait plein de femmes qui n'arrivaient pas à dire ce qu'elles ressentaient. Et la personne qui menait ce stage a dit il suffit de 2 ou 3 personnes qui se libèrent vraiment pour que tout le groupe se libère. Et je me souviens que juste avant toi, il y avait donc une femme qui a parlé de sa vulnérabilité et qui en fait t'a autorisé toi à parler de ta vulnérabilité et toi t'as autorisé tout le groupe en racontant en fait ton histoire à parler. Et donc voilà, je voulais juste... moi je me sens très touchée que tu sois là aujourd'hui parce que je me dis que ce que tu as créé en fait dans ce groupe de femmes de sororité où on avait besoin d'être soi et de révéler toutes les blessures, la lumière, en fait avec ce podcast j'espère que ça va se permettre dans un plus grand cercle. Mais voilà, c'était juste cet acte de parole que j'ai trouvé magnifique et je voulais partager cette anecdote sur toi qui montre quand même un certain courage à y aller, quoi. Tu y es vraiment allé, donc merci. Je pense que c'est mon petit côté bélier, ça. Ce petit côté fonceur. En tout cas, merci pour tes mots. Mais je t'en prie vraiment, je trouve ça vraiment magique. Ma question, c'est qu'aujourd'hui, tu as des désirs d'enfant. Oui. Quelles sont les questions que tu te poses et les problématiques, entre guillemets, qui se réveillent avec ton histoire sur ce désir d'enfant ? Effectivement, ce désir d'enfant, il a vraiment pu émerger, je pense, à la suite de ce stage, qui lui-même était donc consécutif à la libération de cette parole, où en fait, j'ai vraiment pris conscience que j'avais envie d'être maman et que j'avais moi-même envie d'avoir des enfants. Oui, il y a toujours un peu de peur d'avoir un enfant. Et alors, c'est pas de passer à l'acte ou d'avoir, des gestes déplacés, mais c'est plutôt d'avoir des pensées déplacées qui me fait peur. Pourquoi, par exemple, de voir un petit garçon tout nu et d'avoir des pensées déplacées, en fait. Mais au-delà des enfants, en fait, il y a parfois des mots que je lis et qui n'ont rien à voir, tu vois. Je peux lire le mot voler et moi je vais lire violer. Enfin, c'est pour montrer, en fait, à quel point l'esprit aussi a été perturbé, en fait, dans son mode de fonctionnement. Et en fait, du coup, ça recrée parfois du dégoût et j'ai peur en fait. J'ai pas peur dans mon couple d'avoir mon enfant. Enfin, j'ai pas du tout de peur qu'il se repasse ce qui s'est passé, notamment parce que ça a été bien libéré. Mais c'est plus dans le rapport de moi à moi-même et des pensées qui peuvent générer et la peur en fait. C'est quelque chose d'assez irrationnel quoi. Et en plus du coup qui est assez tabou. Même moi je suis pas forcément à l'aise de révéler ce qui se passe à l'intérieur de ma tête quoi. Donc c'est plus de cet ordre-là, mais en même temps j'ai intrinsèquement confiance. Je me dis même si ces pensées arrivent, déjà j'ai des outils, en fait j'ai des personnes autour de moi qui peuvent m'aider et puis c'est encore pour moi des réminiscences du traumatisme qui s'expriment, c'est pas moi. Je ne suis pas mes pensées en fait. Et je pense qu'il y a un peu ce processus de dissociation de distanciation en tout cas qui doit se faire et qui fait peut-être probablement partie de la guérison aussi. Et je me dis vaut mieux en avoir conscience et mettre des mots dessus et heureusement que je ressens de la gêne à dire ce genre de choses parce que ça veut dire que les choses sont au bon endroit. mais non, après j'ai pas de peur par rapport à ce qui m'est arrivé dans le fait d'avoir des enfants. Il y a d'autres peurs qui sont liées à moi, mais qui sont pas liées à ce traumatisme-là. De toute façon, je pense qu'avoir un enfant, ça perturbe, ça bouscule plein de choses, ça vient toucher aussi à plein de peurs, à des choses qui n'ont pas été résolues. Et en même temps, je me dis... je bosse déjà là-dessus alors qu'il n'y a même pas encore de baby qui est là, quoi. Donc je me dis, ça me fait déjà bouger. Mais non, par rapport à ce climat incestuel, j'ai pas peur de ça. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que si mon père est encore en vie, quand il sera là, est-ce que je voudrais qu'il le voie ou pas ? Comment je me positionne ? Je pense que c'est plus ce genre de choses et j'ai pas encore les réponses à cette question. Pour mon ami, c'est non, direct. Après, je me dis, ça restera le grand-père de cette personne. Ouais, c'est pas une question qui est évidente, mais en tout cas, c'est sûr que je laisserai jamais mon enfant à mon père, ça c'est clair. De là à lui priver de ça, je sais pas. Quelle est ta relation avec ta féminité ? Ça a été justement l'enjeu du stage, de me reconnecter à elle. Parce que du coup, dans ce contexte, je m'autorisais pas trop à être féminine, puisque en fait, l'objectif, c'était d'éviter le regard de masculin. Alors, je ne suis pas non plus garçon manqué, mais ouais, je pense que j'ai pu l'étouffer, cette féminité. Et aujourd'hui, c'est vraiment un appel très fort et très puissant, justement, à reconnecter à elle, à lui autoriser à s'exprimer de plein de manières que ce soit.
de reconnecter à elle et de pouvoir être pleinement moi et de pouvoir là aussi briller, être lumineuse, être féminine. Je me maquille jamais. Alors non pas que la féminité passe par du maquillage, mais peut-être de m'autoriser un peu plus à le faire. Je pense que c'est en tout cas c'est une quête. Et c'est une quête, et la première pierre symbolique a été le stage là aussi. On va créer beaucoup de curiosité autour de ce stage parce qu'on en parle sans en parler. Mais le stage mystique. Oui, exactement. Mais oui, ça a été la première pierre à l'édifice, et notamment le body painting que j'ai fait sur le visage autour de la féminité. Pour moi, ça a été aussi un super ancrage et une vraie intention en fait de reconnecter à elle. Et je pense que aussi avoir un enfant, m'assumer en tant que femme, faire tout ce travail sur moi, c'est aussi m'autoriser à être plus moi-même, en fait, dans toutes mes parts, masculines, féminines, adultes, enfants, amis, sœurs, potes, et je pense qu'il y a un peu renouer avec tous ces... permettre à tous ces aspects-là, encore une fois, de la boule à facettes, d'exister et de rayonner, en fait. Donc, l'intention, elle est là de s'y reconnecter, ça, c'est sûr. Il me reste 2 petites questions. Il y en a une, c'est Cindy qui me l'a posée. Je sais que tu vois qui c'est pour ça que je te le dis. Oui. C'est quelle est ta relation avec ta foufoune ? J'en ai pas. Parce que je me suis dit que tu allais me répondre ça. Et en même temps, vu comment tu nous as parlé des lunes en début de podcast, c'est que tu as quand même une relation, une célébration dans sa capacité à faire ce qu'elle fait et à exister. En fait, pour moi, les lunes, c'est... alors, tu vois, foufoune, pour moi, c'est vraiment... ce qui se passe entre tes jambes, c'est pas tout l'appareil qu'il y a derrière, tu vois. Donc, en fait, pour moi, c'est comme si je dissociais la foufoune des lunes. En fait, c'est comme si, pour moi, c'était 2 choses différentes. Non, si, quand même. Genre, si, j'ai une relation aussi avec elle, parce que j'en prends soin. Rien que parce que je l'épile, par exemple, tu vois. Rien que ça, je pense que, du coup, elle n'est pas, inconnue au bataillon. Et donc, oui, j'en prends soin. Après... de là à me faire plaisir, de là à me caresser, de là... je pense que c'est encore une zone que j'exploite pas vraiment. Alors, entre guillemets, je m'en excuse. Je me dis, est-ce que c'est normal, pas normal ? Je sais pas s'il y a une notion de normalité, finalement. Est-ce qu'il faut absolument... La justesse à toi, c'est tout. C'est ça, est-ce qu'il faut absolument en avoir une ? Mais en tout cas, je pense que c'est un peu une terre inconnue pour moi. Même si effectivement j'en ai une, mais toujours via une tierce personne, quand il y a pénétration, quand il y a rapport, quand il y a sensualité avec quelqu'un d'autre, s'il y a contact, mais c'est pas moi avec moi-même. Et je pense que c'est ça aussi ce à quoi j'aspire, c'est reconnecter vraiment avec mon corps et reconnecter à ça là aussi, et y remettre de la légèreté, y remettre de la découverte, y remettre de l'envie, de la curiosité, je pense. Même si effectivement, tu as raison, je ne suis pas complètement déconnectée d'elle. Merci de m'en avoir fait prendre conscience, c'est vrai. Non, mais je voulais pas imposer une idée, tout ça. Mais non, t'as raison. C'est vrai que j'avais hésité à poser cette question, en fait, et quand j'ai vu comment t'en avais parlé des lunes, je me suis dit, il y a quand même quelque chose là-dedans, donc c'est pour ça que je l'avais posée. Ma dernière question, c'est quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a vécu des choses difficiles, mais de tout ordre, pour se lancer, en fait, dans un processus de guérison ? Vraiment, de faire le pas qui peut faire peur, en fait, d'aller vraiment sur ce chemin, parce que comme tu dis, déterrer la fausse septique, c'est pas toujours agréable, il y a toujours des moments compliqués, mais c'est pour une vraie libération de soi. Qu'est-ce que tu conseillerais à ces gens pour faire le pas ? C'est une question difficile, parce que en fait, ça dépend un peu d'où tu es, de la hauteur de ton traumatisme, et puis est-ce que tu es prête, en fait, à en parler ? Je pense que c'est déjà... Alors si, je pense que la première chose à faire, c'est d'en parler avec des gens de confiance. Parce que quand on commence à avoir des remontées traumatiques comme ça qui arrivent, le pire qui puisse t'arriver, c'est de parler à quelqu'un qui comprend pas, qui est dans le déni et qui rejette. Et je pense que quitte à en parler, c'est le faire avec vraiment des personnes de confiance. Vraiment des personnes qui vont te rassurer. Et quand je dis ça, c'est pas dans une optique de condescendance, mais qui vont t'aider à dire non mais alors je vais parler de moi, mais Eleanor, ce que t'as vécu n'est pas ok, n'est pas normal. J'ai eu d'autres réactions où les gens me disaient non mais ça va, ça aurait pu être pire, il aurait pu le violer. Et en fait, du coup, ça crée une espèce de culpabilité. Tu dis bah ouais. Et en même temps, tu dis bah non, c'est pas ok du tout. Et donc je pense que la première chose, c'est d'avoir vraiment des gens de confiance qui sont capables d'accueillir ça, parce qu'encore une fois, la question de l'inceste ou du climat incestuel, c'est pas un hasard si c'est tabou en France, c'est que ça dégoûte tout le monde.
personne n'a envie d'en parler parce qu'on nomme l'impensable, on transgresse un interdit qui est sale, qui est hors norme en fait, qui va à l'encontre de toute notion de respect en fait. Et du coup, c'est hyper important à mon sens de pouvoir en parler avec des gens qui seront capables de l'accueillir et de le comprendre sans jugement. Parce que c'est ça aussi dont on peut avoir peur. Moi, j'avais peur d'être vue comme une victime et d'être comme quelqu'un de sale. Mais parce que c'était aussi la manière dont moi je me percevais et dont je me voyais. Mais du coup, c'est important d'avoir quelqu'un qui te renvoie de l'amour et pas de la peur ni du dégoût, en fait. Je pense que c'est ça qui est super important. Et ensuite, du coup, moi, je me suis fait aider par différentes personnes. Je pense que c'est hyper important de trouver des gens de confiance avec qui échanger et qui là aussi ont cette capacité d'accueil et surtout les outils et techniques. Moi je pourrais donner les noms des gens qui m'ont accompagnée et que je recommande les yeux fermés, des gens de confiance qui savent et qui me confient qu'eux-mêmes entendent beaucoup d'histoires autour de ça. Je veux dire, l'inceste c'est quand même quelque chose... Il y avait une étude, je crois, qui est sortie qui dit que plus de 2 enfants sur une classe, sur 10 enfants, il y en a plus de 2 qui sont confrontés à ce genre de choses, quoi. Alors qu'on n'en parle pas. Donc voilà, je pense que c'est vraiment... Je parle même pas de libérer la parole et de confronter, entre guillemets, son incesteur. Mais déjà d'en parler à des gens qui vont vous soutenir. Parce qu'en plus, quand vous avez des traumatismes, encore une fois, il y a de l'amnésie. Donc du coup, tu peux toi-même retrouver à te douter de ce qui t'est arrivé. Et la première chose, c'est déjà de plus douter. Et d'être sûr, de pouvoir asseoir ce qui t'est arrivé et d'en être certain... Et de pouvoir... parce que du coup, si tu doutes de ça, c'est comme si tu essayais de monter une échelle dont la première marche est un peu branlante, quoi. Du coup, tu peux pas monter les suivantes. Et je pense que c'est plutôt ça, voilà. Avoir des gens qui te renvoient de l'amour et de la confiance, qui ne doutent pas de ce que tu racontes, qui vont pas remettre en cause ce que tu dis, qui vont t'écouter et je pense que ça aide pour ensuite aller voir un thérapeute. Bon, après, ça peut se faire dans l'autre sens, je veux dire, chacun fait dans le rythme qui lui va. Mais aussi d'avoir des thérapeutes de confiance qui vraiment vont accueillir, écouter et donner des outils pour libérer et accompagner ça jusqu'au jour où il y aura un moment donné où, et je l'espère, si c'est arrivé à quelqu'un, de pouvoir libérer la parole et confronter, parce que je pense que c'est un peu, entre guillemets, l'acte final. À mon sens, peut-être que non, mais en tout cas pour moi, ça l'a été, ouais. Merci beaucoup, Éléanore. Merci, Juliette. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Terres Intimes. Je vous invite de tout cœur à écouter le podcast dont parle Éléanore, ou Peut-être une nuit, réalisé par Charlotte Pudlowski, qui est un bijou et qui m'a aidé à comprendre la grande problématique de l'inceste, le silence. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, sur les réseaux ou dans la vraie vie, et à mettre 5 petites étoiles. Je vous invite aussi à vous abonner au compte Instagram Juliette fait la révolution, l'univers dont fait partie ce podcast. Merci à Théo Carlinet au mixage son, Déborah Nobels au portrait des invités et à Didier Benetti à la musique. Je suis Juliette Servera et je vous dis à bientôt pour la suite de Terres Intimes.